Impeccable. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents du coup pour ce webinaire organisé par Ligora. Et du coup, ce soir, un thème spécifique transversal avec du coup plusieurs personnes et plusieurs acteurs. Donc, nous avons la chance ce soir d'accueillir trois personnes issues de la Ligora pour ce thème sur la lecture du jeu et notamment le duel. Donc, nos trois invités, on va dire VIP, sont pour le statut de joueur, du coup, Baptiste. Bonsoir, Baptiste. Ça Bonsoir va? à tous, bonsoir Boris. Ça va nickel, je te remercie. Bon, ça marche. Yvan, qui va gérer un petit peu la partie représentation des entraîneurs. Bonsoir Boris, bonsoir tout le monde. Tout va Et bien, je te puis, remercie. du coup, Flo, qui nous a fait l'honneur aussi de nous rejoindre. Donc, Flo, bonsoir. Bonsoir Boris, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bon, on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour que vous ayez un petit peu l'organisation. Donc on va avoir un certain nombre de petits temps, on va aborder ce thème, on va essayer dans une logique plutôt d'expliquer globalement les choses, et puis on va rentrer dans les pratiques de plus en plus précises. Donc au départ, forcément, pour ceux qui ne connaissent pas nos invités, on va en profiter, petite présentation. Et puis par la suite, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, écoute, Baptiste, on va démarrer par toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton lien avec la Ligora, ce que tu fais actuellement, voilà, après tout ce que tu as envie de nous dire. Là, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est open. C'est toi qui as les clés. Rebonsoir. Voilà, Baptiste Bonnefond, joueur actuellement professionnel au PAUC Handball. Joueur issu de la formation fédérale, on va dire classique, puisque j'ai fait mes classes en commençant par le Pôle Espoir, ensuite donc le Pôle Espoir de Lyon, d'où je suis originaire, d'où ma relation avec la Ligora aujourd'hui. Là où j'ai fait mes classes jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis parti au centre de formation de Montpellier, où j'ai fait ma formation pendant 3 ans. Ensuite, j'ai signé mon premier contrat pro à Montpellier. Et j'y ai fait en tout 9 ans, 9 saisons, en y gagnant quelques titres au passage. Et voilà, et depuis 2 saisons, aujourd'hui, j'évolue au PAUC, donc en Provence. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, petite présentation très très bien. Yvan, je te laisse prendre le relais. Oui, Yvan. Donc, bonjour tout le monde de nouveau. Moi, je suis un entraîneur de Lyon, ex-joueur bien évidemment, mais ça date maintenant depuis quelques années. Je suis le père de Baptiste au passage et je suis entraîneur. J'ai été entraîneur de l'équipe de Villeurbanne pendant plusieurs années. J'étais joueur dans cette équipe pendant de nombreuses années également. Et j'ai également entraîné l'équipe de la Sulvan-Velin en deuxième division pendant 3 ans. J'ai entraîné également ce qu'on appelait à l'époque les centres de formation lorsque l'équipe de Villeurbanne était en première division. Voilà, donc j'étais à ce moment-là vraiment de plein pied dans la formation. Et puis, depuis quelques années, je suis revenu sur les terres d'origine, où Baptiste d'ailleurs est né handballistiquement, donc au Handball Club de Lyon, où j'entraîne l'équipe de National 3 féminine. Voilà, enfin j'entraînais, puisque pour l'instant, c'est plutôt calme. C'est Voilà. clair. Flo, on te laisse te présenter. Merci Yvan. Alors, Florian Vérancini, j'ai commencé l'arbitrage sur la région, donc je suis originaire de Grenoble. J'ai commencé l'arbitrage donc dans la Ligue Dauphiné-Savoie au départ. J'ai fait mes classes ensuite sur le secteur sud-est au niveau national. On a monté avec un ancien binôme, on est monté au niveau G2 avant de changer de binôme avec Pablo Martin Cavo, qui est d'ailleurs là. Petit coucou Pablo. Et depuis 3 ans, je suis sur la région bordelaise, mais toujours avec une licence sur la Ligue Aura, parce que c'est ma ligue de cœur, c'est ma ligue en fait. Voilà, comme j'y suis attaché. Et voilà, tout ça se passe bien. Mon attachement pour le moment fait que je m'occupe d'un binôme qui est en passe de passer national enfin, qui est national et qui a probablement un petit avenir. Donc voilà, je m'occupe de binôme pour le moment. J'essaie d'aider comme je peux à mon niveau. Voilà.
Ok, ça marche. Bah, c'est nickel, hein. Au moins, ça me permet de, voilà, de vous connaître un petit peu, de savoir ce que vous faites, le lien que vous allez avoir aussi avec la visio ce soir. Et ben, on va rentrer un petit peu plus dans notre thème. Donc, on a parlé de lecture du jeu, hein, par rapport à l'approche qu'on va avoir du coup tous les quatre ensemble. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez vous donner un petit peu bah, ce que vous entendez dans la définition de façon générale sur ce qu'est la lecture du jeu. Et ben, on va changer un petit peu les rôles, on va tourner. Euh, Yvan, pour toi, pardon, qu'est-ce que ça peut être en termes de définition, ta vision, ce qui nous intéresse, c'est ta vision sur ce qu'est la lecture de jeu. La lecture de jeu, c'est d'abord et avant tout la capacité à extraire des informations. La difficulté principale, alors que ce soit dans la formation notamment, et même également à haut niveau, c'est souvent de savoir quel type d'informations on doit traiter pour pouvoir lire efficacement. En gros, c'est comme si on avait un bouquin et puis qu'on lisait sans comprendre parfois. Donc là, il faut être capable de lire et de comprendre ce qu'on lit. Et donc, on reviendra probablement là-dessus tout à l'heure, extraire des informations pertinentes pour ensuite les traiter. Euh, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans le handball moderne, parce qu'en fait, généralement, on en reviendra sûrement aussi tout à l'heure, les entraîneurs ont tendance à travailler sur l'aspect technique, l'aspect mécanique ou biomécanique, l'aspect énergétique, mais l'activité perceptivo-décisionnelle qui, pour le coup, nous permet de lire efficacement, est quelque chose de tellement fin que des fois, ça peut être un petit peu laissé de côté parce que tellement complexe à mettre en œuvre qu'on préfère répéter des situations en espérant qu'elles se passent bien. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça, lire le jeu. Lire le jeu, c'est être capable de savoir à quel moment ce que je vais lire va m'être utile pour moi ou pour les autres. Voilà, donc une première définition de base, je dirais, sinon une définition de une explication, comme je le vois. Et puis après, on pourra décliner davantage dans Tout à les fait. contenus un petit peu sur la formation ou dans Tout à l'entraînement, fait. comment on peut mettre ça un petit peu en place. Parfait. Là, c'est déjà bien une première approche qu'on a de vision globale, et puis on va être de plus en plus précis par rapport à votre approche, du coup, à tous les trois. Et bah, Florian, pour toi, du coup, avec cette approche d'arbitre, comment toi tu verrais ça? On parle de plus en plus, alors je vois que notre ami Jérôme Riwa est arrivé, on parle de plus en plus, du coup, bah, que les arbitres aient cette approche de la lecture pour favoriser le jeu ou autre. Comment toi tu le vois? Bah, ton approche, hein, tu as grandi, tu as monté les échelons. Avec en plus moi une approche que, enfin les échos que j'ai bien sûr, hein, ça c'est que les échos de couloir, mais qui est plutôt assez bonne là-dessus et sur la communication aussi. Donc du coup voilà, toi ta vision des choses là, sur ce thème-là. Alors, la question du duel, c'est une question qui est primordiale dans le handball parce que tout part de là, sans parler du jeu de décalage, tout ça, enfin, tout ce qu'il peut y avoir dans le handball. Mais la notion un contre un qu'il peut y avoir, je pense que c'est plutôt de ça qu'on va parler aujourd'hui, est primordiale et c'est de savoir, dans une interaction un contre un, qui va pouvoir prendre le dessus dans un respect réglementaire et dans un respect voilà, vraiment dans un respect des règles qui permet à l'attaquant de pouvoir gagner son duel sans faire de fautes techniques et qui permet au défenseur de pouvoir défendre de la manière la plus correcte possible sans aller trop loin. Et c'est cette notion-là qui est importante, c'est à quel moment on définit que l'attaquant a fait une faute, à quel moment on définit que le défenseur a fait une faute. Et voilà, c'est là où on va pouvoir laisser vivre ou pas un duel. Et est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce qu'il faut continuer? Et à quel moment on va arrêter? Voilà, je pense que c'est ça qui est important sur la lecture à proprement parler du duel. Duel. Alors c'est intéressant parce que tu nous as déjà renvoyé vers certaines choses, hein, en lien avec, c'est vrai que du coup une des difficultés qu'on peut avoir sur l'arbitrage, c'est cette histoire. Alors tu as parlé de un contre un, mais c'est vrai que du coup ça peut poser problème, un contre un, mais des rapports de force peut-être différents. Le rapport de force, les duels qu'on peut avoir avec le pivot, il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres qu'on abordera à mon avis un peu là-dessus. Mais déjà tu nous as bien orienté là-dessus, et c'est vrai que c'est peut-être une difficulté qu'on peut avoir, ou en tout cas une chose prioritaire qu'on peut avoir sur l'arbitrage. Baptiste, toi du coup ta vision. Alors, moi, j'ai des souvenirs t'ayant croisé du coup à l'époque le club de Lyon 9 et au pôle. Ouais. Bah, j'ai le souvenir que le duel, notamment ton duel intérieur-extérieur, était un point fort et le tir dans l'extérieur aussi. Bah voilà, toi, ta vision des choses. Oui, alors pour en revenir d'abord à la lecture de jeu, parce que c'était d'abord le premier thème, je crois qu'aujourd'hui, la lecture de jeu, c'est la capacité qu'un joueur va avoir à s'adapter
à ce que le jeu nous propose. Il y a différentes possibilités, il y a différentes défenses qui sont proposées, différentes adaptations tactiques, techniques qui sont face à nous. Et aujourd'hui, beaucoup d'équipes finalement jouent les mêmes choses avec des sensibilités forcément différentes. La différence, elle va se faire au moment où le joueur aura la capacité à lire les situations mieux qu'un autre, à ne pas forcément réciter justement un mouvement en espérant, comme le disait mon père juste avant, que ça se passe bien, mais au contraire à prendre l'initiative pour prendre le dessus sur l'adversaire euh, dans une perception du jeu global qui va permettre euh, ben, de prendre le dessus sur la défense adverse. T'as le droit de lui dire non aussi, hein. T'es pas obligé de lui dire oui tout le temps, hein. Donc, non, il n'y a Ça pas va de être souci, ça marche. compliqué. C'est ça. Ah, il est loin. Il est là, mais regarde, il regarde ce qui se passe. Ok, bah, déjà, super approche, hein, déjà. Alors, Flo a abordé déjà un petit peu le sujet, mais on va peut-être le creuser aussi. Donc là, on a parlé de lecture. Flo déjà nous a orienté un petit peu cette notion de duel. Si on pouvait creuser, aller plus loin, Flo, pour toi, qu'est-ce qui, dans le duel, est important peut-être à prendre en compte, ou toi, comment tu le verrais? Qu'est-ce que toi, ça représente peut-être en tant qu'arbitre pour pouvoir mieux lire justement ce duel-là? Tu vas parler de 1 contre 1, hein. Toi, quelles sont les exigences qu'on peut avoir auprès de l'arbitrage? Qu'est-ce que doit faire un arbitre? Enfin voilà, ta vision des choses simplement. L'important c'est que déjà un attaquant ne peut pas marquer ou ne peut pas prendre le dessus si lui fait une faute. S'il va faire marcher, il faut couper. Tant qu'il a du crédit d'action, on peut laisser le jeu se dérouler. Si par contre, il y a une faute de l'attaquant, c'est à ce moment-là où pour lui, ça s'arrête et il faut revenir à une faute. En revanche, l'exigence n'est pas la même sur le défenseur parce que le défenseur peut faire une faute et on va laisser le jeu continuer, on va laisser le ballon partir, on va laisser l'attaquant, tant qu'il a du crédit d'action, pouvoir continuer son duel, pouvoir continuer son 1 contre 1 et libérer ensuite. C'est typiquement la notion d'avantage en fait. Et pour le coup, c'est pour moi et j'espère pour tout le monde, une notion qui est capitale et même indispensable, qui fait que le hand est ce qu'il est. Si on se mettait à nous, arbitres, à siffler tout ce qu'on voit, toutes les fautes des attaquants et défenseurs, évidemment, c'est juste pas possible. Donc voilà, l'important, c'est le crédit d'action c'est le crédit d'action, notamment sur les pas de l'attaquant. Il faut aussi que nous, on fasse attention, même si parfois il fait des fautes. Si par exemple, je prends un exemple concret, l'attaquant va passer, mais il va quand même tenir un peu le défenseur, il va l'empêcher de pouvoir défendre correctement. Bah ça, c'est des infractions on va tolérer. Il faudra les reprendre après derrière, mais pour autant, il faudra quand même nous reprendre ces actions-là pour éviter que ça devienne un comportement répétitif. Après, sur le défenseur, donc les exigences, évidemment, alors le code dit qu'il faut défendre avec le corps. La tolérance, évidemment, c'est avec les bras. Et évidemment, on essaye en tout cas d'empêcher les fautes qui sont dangereuses. On veille à l'intégrité des joueurs. On veille à l'intégrité du jeu aussi, mais principalement du joueur. Voilà. C'est pour ça qu'on a une échelle des sanctions derrière qui part derrière pour justement permettre de réguler ces duels. Voilà. Bon, je pars un peu dans toutes les directions, mais Oh, j'espère. mais ça nous donne des pistes aussi parce que faut qu'on se mette aussi à la place de l'arbitre, faut qu'on comprenne aussi ce qui se passe. Ça nous intéresse qu'ils nous transmettent aussi, ça veut dire que bah, il y a un ensemble de choses, de paramètres à prendre en compte et que il faut les prendre. C'est ce que disait à un moment donné Yvan, on disait il faut analyser correctement. Il y a aussi une histoire de timing aussi, hein, moi que dans ce que tu expliques, il y a une histoire de timing aussi qui apparaît pour moi. Et ça veut dire qu'à un moment, il faut peut-être plus se centrer là-dessus, et à un autre moment, il faut peut-être plus se centrer sur autre chose, et hiérarchiquement. Ok. Bah du coup pareil, hein, je fais mes rotations pour que vous puissiez, chacun puisse intervenir, non pas dans la même logique. Baptiste, et du coup, est-ce que tu peux, voilà, pareil, alors là on est rentré un peu plus dans cette notion de duel. Toi, ce qui te paraît important à identifier pour aller plus loin, et puis bah voilà, quoi, n'hésite pas. Alors ça dépend, comme je te disais un petit peu plus tôt, Vas-y, vas-y. ce qu'on entend et ce qu'on détermine par duel, parce que forcément pour moi, de mon point de vue de joueur, hein, forcément il y a le duel pur, 1 contre 1, euh, qui est un aspect du jeu. D'abord, le duel en soi, c'est l'essence même du jeu.
c'est l'essence même du jeu, puisqu'on est dans un aspect, un rapport de force permanent entre l'attaquant et le défenseur, et que le duel qui soit tireur-gardien, le duel qui soit 1 contre 1, ou le duel même psychologique, puisque c'est aussi une forme de duel qui se passe tout au fil d'un match, c'est des aspects importants à prendre en compte. Dans le 1 contre 1 pur, quels sont les indicateurs qui vont être pour un joueur? C'est pour prendre le dessus, ça va être sa capacité à être plus fort que l'autre, plus rapide, d'avoir la possibilité de prendre le dessus physiquement. Ça va être toutes ces choses-là qui vont être analysées en fonction du jeu, aussi euh, des préférences. Si le joueur préfère attaquer sur les postes 2, préfère attaquer, je sais pas, sur la base arrière, hein, ce qui me concerne un peu plus précisément, sur des courses qui vont être des courses favorables, sur le numéro 3, sur l'autre numéro 3, en fonction de ce qu'on veut mettre en place, stratégiquement aussi. Voilà, sur les aspects, encore une fois, de points faibles, points forts. Si on a ciblé des joueurs qui ont plus de mal sur certains aspects du 1 contre 1, s'ils jouent plus avec la distance, si c'est des joueurs qui sont plutôt agressifs. Donc voilà, c'est des choses qui, si je rentre vraiment dans la didactique, etc., c'est des choses qui s'étudient aussi beaucoup à la vidéo, sans aller trop loin dans… Là, je parle forcément du haut niveau. Mais voilà, dis-moi après ce que tu en Ah penses. non, mais c'est Ouais. déjà très bien. Alors je pense que ça va être complété du coup par Yvan, puisque tu Ouais. es rentré un peu dans cette notion de tactique, dialectique. Mm. Donc, En fait, dans le duel, alors on est bien d'accord qu'on a un petit peu serré le problème en discutant davantage, si j'ai bien compris, du duel attaquant-défenseur. On sait bien tous, hein, notamment quand on est entraîneur, que c'est beaucoup plus large que ça. La relation tireur-gardien de but est un duel à part entière, bien évidemment. Bon, ok, on a décidé donc d'être davantage sur la relation attaquant-défenseur dans la notion de duel. Alors, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'entraîneur, c'est d'identifier les conditions qui amènent au duel. Le duel pour le duel, on s'en fout. En fait, il faut simplement, bien évidemment, marquer plus de buts que l'adversaire. Donc ça, c'est pas, comme le disait Baptiste, c'est évident que c'est essentiel et décisif, mais le duel pour le duel, s'il n'a pas été amené dans les conditions qui permettent à un joueur de se retrouver dans des conditions favorables, hélas, nous font retrouver des joueurs d'un niveau qui sera toujours le même pour eux, des joueurs qu'on qualifiera d'un peu bourrins, etc., qui feront des duels à des moments où il ne faut pas les faire, d'autres, au contraire, qui seront un petit peu en retrait parce qu'ils n'auront pas non plus identifié les bonnes situations et qui ne feront pas suffisamment de duels alors qu'il aurait fallu en faire, etc., etc. Donc, l'identification des conditions d'apparition d'un duel efficace sont essentielles dans la formation du joueur. Donc, tout part de là, être capable, et c'est en lien avec, bien sûr, la lecture du jeu, d'identifier tout cela pour qu'un joueur, à un moment donné, soit un peu isolé. Si un joueur est isolé, il est une proie, entre guillemets, plus facile. Donc, est-ce que le duel doit être mis au service du collectif ou c'est le collectif ou le projet de jeu qui va permettre à un joueur de finir par un duel favorable. En fait, c'est un petit peu ça. Il y a des équipes qui vont jouer qu'à partir de duels successifs en espérant, je le disais, sans vraiment analyser. C'est assez simpliste, hein. On a un adversaire en face de nous, j'essaie de passer à gauche, j'essaie de passer à droite, cadrage, débordement, on voit ça dans tous les sports, en tout cas de position directe. Si c'est fait sans aucune intention autre que de créer des conditions favorables à l'accès à la cible dans les meilleures conditions, bon, ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Donc, le sens du duel prend toute son importance à partir du moment où le collectif a réussi à créer une situation qui permet à un joueur d'arriver dans un duel qui sera favorable avec peut-être un défenseur un petit peu isolé. Et ça, sans faire le lien avec ce que pourrait dire Florian derrière, les arbitres, s'ils sont très connaisseurs du jeu, vont pouvoir analyser ça pour savoir si, éventuellement, le défenseur a pris un petit retard dû à un projet collectif bien huilé qui a permis à un joueur de créer un duel fort. Et là, en fonction des intentions que l'arbitre aura réussi à déceler, peut-être qu'on donnera plus ou moins l'avantage parce que à l'un ou à l'autre, puisqu'on estimera que peut-être des fois on a forcé un duel qui n'aurait pas dû avoir lieu,
ou l'inverse, on a fait un duel qui était bien joué, mais le défenseur s'est un petit peu accroché. Peut-être dans d'autres circonstances, l'arbitre n'aurait pas sifflé, mais là, comme ça avait été amené, ça va être sifflé et avec un peu plus de rigueur. Donc là, c'est une question d'expertise aussi à tous les niveaux. Le joueur, pour savoir à quel moment il va avoir la lucidité de faire le duel qui va bien au bon moment, et l'arbitre, et éventuellement aussi, qui va savoir si le duel était un duel favorable dans les intentions ou pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être en réussite ou en échec, ça veut simplement dire que dans tous les cas de figure, à tous les niveaux de jeu, que ce soit les arbitres de niveau intermédiaire ou de haut niveau, les joueurs de niveau intermédiaire ou joueurs de haut niveau, si on est tous sur une lecture du jeu, une compréhension du jeu, on va pouvoir tous se mettre d'accord sur ce qu'il y a à faire ou pas à faire et comment on peut intervenir sur les comportements des uns et des autres. Bon, là, c'est juste une intro parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais Ah oui, oui. Alors on est rentré, on a mis le pied, hein. On a mis le pied dans l'information. On a mis le pied dans l'information. Et puis je pense que tu as lancé une perche à Flo en même temps. Flo, Et je vais pouvoir répondre. par rapport à ça, pour à toi, compléter, Florent. voilà. Ouais, ouais. Là, tu as lancé une belle perche. Et il y a un élément très important et c'est sur la lecture de jeu que peut avoir l'arbitre. Ça va être aussi que l'arbitre soit en capacité de détecter l'intention des attaquants, l'intention des défenseurs, mais attention à pas en faire trop non plus. Parce que du coup, après, on arrive à un effet inverse où on va dire il a voulu faire ça alors que pas du tout. Et nous, arbitres, on va prendre des décisions qui sont pas forcément bonnes ou qui sont à contresens complet. Après, on peut avoir aussi certaines, comment dire, on va avoir certains coups de sifflet qui vont être automatiques si on prend le numéro, si on prend l'arrière qui va entre numéro 1 et 2 sur une course complètement externe. On va avoir des tendances à soit laisser le tir, soit rendre le ballon, s'il n'y a pas de poussette, évidemment. Même s'il est un petit peu touché, s'il n'y a rien de dangereux, c'est qu'on a aussi des tendances qui sont peut-être parfois à l'encontre de ce que les techniciens peuvent dire. Mais je ne sais pas si… Bah, c'est le moment, hein. Là, c'est l'intérêt de ce soir, c'est que du but, c'est avoir chacun son avis. Mais bah, j'ai envie de dire, à la fin, on va faire participer aussi des personnes, du coup, un peu extérieures, mais il y a peut-être des débats à créer aussi, hein. Ça, c'est d'où l'intérêt. C'est que le duel, on est presque sur un duel en trio, hein, ce soir. Ça peut finir en duel. C'est ça. Moi, je voulais juste demander une petite précision. Baptiste complétera peut-être plus sur l'approche joueur. Toi, c'est quoi, quels sont les repères dans le duel qui te font dire qu'une personne a gagné ou pas, en fait? Est-ce que tu as des trucs très précis, toi, en tant qu'arbitre, que tu repères, des postures, des positionnements, Oui, alors très précis, bon, des tendances, on va dire, des on va tendances? pouvoir noter la ligne d'épaule déjà si on va voir l'orientation du défenseur vis-à-vis de l'attaquant. Généralement, un attaquant qui est dépassé, il va avoir les épaules qui vont être complètement limite perpendiculaires à la cage avec l'attaquant qui est vraiment de côté. Ça va être un indicateur fort. Si par contre, après, on voit un défenseur qui a les pieds bien droits face à l'attaquant, qui peut se déplacer latéralement, avec la ligne d'épaule qui n'est pas dépassée, ça, c'est un indicateur fort de duel qui peut être pas gagné par l'attaquant, mais pas perdu non plus. Hmm. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais parce qu'il peut y avoir un attaquant qui peut être sur le côté, qui peut être Il n'a passé, pas mais on a gagné. le bras qui tient. C'est vraiment la ligne d'épaule qui va définir et l'orientation de la ligne d'épaule du défenseur. Il n'a pas Donc, c'est gagné. Il n'a pas gagné, mais peut-être que le défenseur a gagné s'il a eu un temps, une posture où il était stable. oui, voilà. Oui. Merci Boris d'expliquer mieux que moi. Attends, toi tu sens, et moi je peux peut-être expliquer parce que je suis pas capable de sentir. Ok, Baptiste, rebondir un petit peu là-dessus, hein. Donc, Yvan a parlé Euh, un petit peu de formation, ouais, je de voulais critères pour rebondir. Flo. Ouais, je voulais d'abord rebondir là-dessus, sur ce qu'a dit mon père. Je crois que c'est très important, puisque c'est un aspect essentiel du jeu, la lecture forcément des arbitres par rapport au jeu, par rapport aux intentions qu'on essaie de mettre en place du projet de jeu, du point de vue joueur, encore une fois. Euh, le fait d'amener une personne dans un mouvement, etc., à un duel, grâce à un mouvement qui permet de déstabiliser la défense et donc du coup d'avoir un aspect favorable à l'attaque, je dirais. Ça, forcément, c'est un aspect qu'il faut arriver à lire pour le corps arbitral. C'est pas facile, forcément, mais la connaissance du jeu fait que forcément, on aura tendance à donner, j'imagine, et aussi pour le spectacle, parce que
on fait un sport de spectacle et que quelque part, c'est aussi ça, c'est une notion très importante. Aujourd'hui, si l'attaque a bien mené son jeu, a mené une position favorable de 1 contre 1 ou de débordement ou de décalage, etc., forcément, l'avantage est à donner, selon moi, à l'attaque si ça a amené encore une fois une position favorable. Donc ça, c'est vraiment une lecture qui est fine, mais qui est difficile, j'entends, à mettre en place parfois. Ça, c'était le premier aspect. Ensuite, on avait rebondi sur… j'ai perdu le fil. C'était quoi? Les critères, on avait parlé du critère du duel pour gagner la réussite ou pas. On avait parlé Ouais. ensuite, Florian parlait aussi des critères, des postures, de la Oui, oui, c'est ça, c'est position. ça. La position, je suis assez d'accord. C'est pour moi ce qui indique quand même le duel offensif gagné, puisqu'on est encore une fois que dans ce critère-là. C'est la ligne d'épaule. C'est la ligne d'épaule pour moi qui est assez révélatrice. On le voit sur un défenseur qui est battu, il aura tendance à se tourner, à avoir les jambes un petit peu parallèles et essayer de compenser avec les bras. Mais en fait, il sera déjà dépassé par la ligne d'épaule offensive qui aura pris l'avantage. Après, forcément, c'est aussi le jeu de la tolérance du 3, 4e pas dans une action qui est… C'est vrai, hein, c'est souvent quelque chose qui est assez important. Avec l'élan, avec la poussette aussi du défenseur, le 4e pas qui va faire que ça va être équilibré, il va pouvoir quand même prendre le shoot. Ça aussi, c'est une fine lecture arbitrale qui n'est pas facile, mais qui est souvent à mettre au crédit de l'avantage offensif. Mais après, il y a aussi l'aspect défensif aussi. Et comme tu disais, si le défenseur a réussi à être stable et avoir contenu les velléités offensives de l'attaquant, alors là, par contre, on peut arrêter l'action plus tôt, puisque le défenseur aura eu une action où il aura stoppé le défenseur, ou du moins il aura annihilé son action vers le but. Alors, je vais essayer de compléter vos propos à tous les trois, et j'en profite parce que Ludo est là, parce que c'est Ludo qui avait travaillé sur le document en forme qui a été utilisé il y a quelques années, mais que je vais remontrer. Alors, c'est très théorique ce que je vous montre, c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait un petit peu de témoignage. Mais globalement, hein, vous parlez dans les duels. Alors, une chose que vous avez un petit peu abordé aussi, c'était le lien avec la distance de combat. Flo, hein, tu as parlé de par la posture haute des notions de cylindre, hein, de rotation un petit peu qu'on pouvait avoir ou autre. Tu as parlé de position perpendiculaire hein, sur la rotation, sur l'alignement. Alors tout ça, tout ce que je vous montre là, c'est forcément théorique, mais c'est quand même important. Et puis autre point que tu as évoqué, Flo, c'était cette notion de, à partir du moment, comment j'agis, est-ce que j'agis, est-ce que je suis de face, est-ce que je suis de côté. Il y a cette notion de couloir de jeu direct. À quel moment, du coup, on va. Alors, tu as commencé à parler un petit peu aussi de. Alors, tu es plus dans la sanction sportive que la sanction disciplinaire, mais tu l'as quand même un petit peu abordé. Et puis, la dernière notion, alors, que vous avez éventuellement évoqué, si à partir du moment le défenseur s'est positionné dans ce couloir de jeu et est plus ou moins arrêté, il y a cette notion de passage en force qui peut apparaître. Et donc là, les schémas, des fois, sont intéressants pour compléter en tout cas les petites explications. Ok, ça marche. Alors du coup, c'est vrai qu'on a abordé la partie formation, on a commencé à aborder, mais vous avez titillé un peu du doigt le fait de dire, bah voilà, moi ce que j'attends du joueur c'est plutôt ça, moi ce que j'attends de l'arbitre c'est plutôt ça. Donc l'idée c'est de pouvoir échanger un petit peu hein, sur ces échanges un petit peu des acteurs, de ces trois acteurs qui font partie du jeu. Euh, je vais rebondir du coup sur Flo. Toi par exemple, tu as pris une décision sur un duel, voilà, tu as pris une décision sur un duel. Qu'est-ce que. Alors, le mot, c'est peut-être pas le mot le plus adéquat. Qu'est-ce que tu attends par exemple, on imagine que c'est le défenseur qui va récupérer la balle. Qu'est-ce que tu attends immédiatement des joueurs attaquants? Qu'est-ce que tu attends immédiatement des joueurs défenseurs? Quelle action, toi, tu produis pour que ce soit clarifié, que tout le monde comprenne ton action? Enfin, voilà, ça, c'est une approche. Qu'est-ce que tu attends, en fait, des acteurs du jeu pour qu'ils puissent, avec toi, ce que tu vas faire, valoriser ou continuer à poursuivre le jeu? On parle de plus en plus de continuité de jeu hein, en ce moment. Hein. Là, on parle vraiment de l'après-duel, si je comprends bien. Après avoir pris une décision, Par exemple, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple. ok. Moi, ce que j'attends déjà, enfin, si je reviens sur juste avant que Vas-y, le vas-y, duel pardon. soit terminé, c'est vraiment que le défenseur n'est pas fait n'est pas mis en danger, n'est pas mis en danger l'attaquant déjà. Enfin,
Ouais, carrément. Même si on va laisser se dérouler, on va laisser le jeu se dérouler, on va laisser les duels continuer pour arriver au but, mais toujours en ayant la notion de là le défenseur a fait quelque chose de pas bien, il va falloir le sanctionner ou alors il va falloir le prévenir, mais il va falloir faire passer un message, peu importe la manière. Ça, pour moi, déjà, c'est le principal. Après, évidemment, c'est que l'attaquant et la notion que Baptiste employait là sur le 3-4, 4e pas est très intéressante, mais ça pourrait faire un énorme débat autre que le duel à proprement parler. Oui. Petit aparté, le joueur aussi en fin de mi-temps, il lui reste un jet franc à tirer. Est-ce que s'il saute de ça, il faut le siffler ou pas, oui ou non, pour le Ah, spectacle? intéressant. Bon, bref. Euh, euh, Par contre, si on a sifflé un duel mettons, un passage en force, c'est ce que j'attends d'un défenseur, du coup, d'un attaquant qui vient de perdre la balle. Effectivement, pour lui, son seul but à ce moment-là, c'est de poser la balle et de replier. C'est tout. Il a que ça à faire. Il pose la balle, il replie. Et parce qu'à ce moment-là, on a toujours des situations avec les nouveaux attaquants, la défense qui récupère le ballon. Il y a forcément des possibilités de jeu rapide et des possibilités d'annihiler des contre-attaques ou des tirs directs avec le jeu sans gardien. Voilà. Principalement, après, c'est d'accepter les décisions que nous, on peut prendre. Parfois, dans 98% des cas, elles sont bien prises. Il peut y avoir des décisions qui ne sont pas forcément claires, pas forcément comprises sur un marché sifflé. Il peut y avoir tellement de cas où on n'est pas d'accord au final, même si nous, arbitres, on a une conviction sur le fait que c'est la bonne décision. Après, c'est un jeu. On est dans un milieu, dans les milieux pro, on est sur un jeu, sur un duel arbitre-joueur, coach-arbitre. Forcément, il y a un jeu, il y a un duel psychologique. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est exactement ça. Et qui va prendre un moment aussi un dessus psychologique pour orienter aussi. C'est très vaste en fait, c'est très très vaste. Ça marche. Liam, je te laisse prendre la main là. Tu as pris le relais du coup pour mobiliser un peu plus, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'entendre écouter des gens, surtout en ce moment quand on est loin du terrain. Donc tu voulais relancer un peu l'activité de tout le monde et puis commencer à faire réfléchir, puisqu'on veut impliquer aussi les personnes. Je te laisse prendre la main. Ouais, carrément, c'est vrai qu'on a des discours qui sont super intéressants, que ce soit de Baptiste, Yvan ou Florian, là, sur les différentes visions un peu de l'arbitre, du joueur, de l'entraîneur par rapport au duel. Beaucoup de choses qui nous sont données, beaucoup de repères, beaucoup de conseils pour la formation de tous. Alors n'hésitez pas à me mettre des questions dans le chat. Soit Boris, soit moi, on les retient. Et ensuite, vous aurez un temps d'échange en direct avec Yvan, Florian et Baptiste tout à l'heure en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes. Et profitez-en, c'est un moment privilégié, donc allez-y. Merci pour Moi, cette intervention, Liam. Yvan, tu reprends du coup le relais. Toi, les attentes que tu pourras avoir, les attentes peut-être entraîneur en direction des joueurs, hein. Qu'est-ce que tu vas leur demander en particulier? Peut-être vis-à-vis des arbitres aussi. Ça pourrait être intéressant de rentrer dans un petit débat. Oui, alors avant tout, encore une Oui, fois, savoir à quel niveau de pratique aussi on se bien sûr. destine. Lorsqu'on est dans la formation initiale ou la formation intermédiaire, on a tellement de choses à mettre en œuvre pour que les joueurs soient capables d'utiliser donc ce fameux duel dans les conditions optimales, que rien que les choix des situations qu'on met en place, qui doivent être variés, qui doivent être créés de manière à ce que les joueurs arrivent souvent dans une situation en mouvement, ils ne soient pas à l'arrêt pour prendre les balles et pour se mettre en situation de création de duel. Rien que ça peut prendre des mois et des mois et des années. Donc, le débat est tellement vaste on peut intervenir des arbitres qui sont à la fois, comme Florian, sur un niveau national, un joueur professionnel comme Baptiste, qui a forcément dans la relation avec le duel quelque chose de totalement décalé par rapport à ce qu'on voit encore chez les plus jeunes, bien évidemment. Donc, il faudrait réussir à faire un petit peu, sinon la synthèse, en tout cas, qu'on puisse satisfaire un petit peu tout le monde dans l'explicatif et pas rester uniquement sur uniquement ce qu'on peut apprécier de manière très, très, très pointue au plus haut niveau, parce que forcément,
Voilà, bien sûr, c'est une question de mental hein, et d'intention, de jeu de dupe entre les acteurs, etc. Mais le duel en lui-même, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'intention première est de réussir à avoir mis un joueur ou de s'être mis seul en situation favorable de tir, sans opposition, avoir réussi à faire ça, ou faire en sorte que l'arbitre le croit. Et là, on revient sur la fameuse problématique. Et ça, c'est un thème d'étude qui est tellement essentiel qu'on a l'impression de parler de tout le handball quand on fait de Bien ça. sûr, bien sûr. Voilà. Donc, pour essayer de serrer davantage, on a décidé d'être sur juste le duel attaquant-défenseur. En ce qui me concerne, pour l'entraîneur que je suis, être dans un duel favorable concernant l'attaquant, parce qu'on pourrait créer le duel aussi en disant c'est le défenseur qui prend la main sur l'attaquant. Parlons de l'attaquant qui va essayer de prendre la main sur le défenseur. Il faut impérativement que les entraîneurs soient capables d'amener des situations où jamais rien ne se crée à l'arrêt. Parce que quand on met quelque chose qui se met en place à l'arrêt, cela veut dire que les défenseurs ont été capables, eux, de bloquer le jeu de l'adversaire et que c'est à l'arrêt que les choses commencent à se mettre en place, que l'arbitre va bientôt lever le bras et qu'un joueur un peu fantasque ou avec un spécifique bien particulier va tenter de sauver son équipe du désordre en faisant un duel venant de nulle part. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Le vrai duel, c'est celui qui a été amené collectivement et qui permet à un joueur de se retrouver à 1 contre 0 ou 1 contre 1 face au gardien de but, quoi. Voilà. Donc, pour moi, le jeu en mouvement, la création d'incertitudes par des distances de combat utiles qu'il faudrait justement déterminer, à travailler avec forcément beaucoup de variété dans les transmissions de balles à gauche, à droite, devant, derrière, etc., pour que les joueurs voient un maximum de situations pour qu'à aucun moment, ils soient surpris par une situation qu'il arrive sur le terrain. Quand un joueur, même si la balle n'est pas parfaite, reçoit la balle de la droite ou de la gauche pour aller enchaîner un duel, mais qui n'est pas parfait parce que jamais rien n'est parfait, il a encore, parce qu'il a vécu toutes ces situations nombreuses, très variées à l'entraînement, il est capable de trouver la solution parce qu'elle a déjà été vue à l'entraînement en plaçant son 1 contre 1 et trouver la solution, soit un passage de bras, soit un demi-tour contact, tout ce que vous voudrez. Ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur a pour mission fondamentale d'œuvrer pour que tous les joueurs soient capables d'être à un moment ou à un autre en situation favorable de tir grâce à ses partenaires. Et lui, ses qualités physiques et techniques vont être alors mises en situation grâce à un projet de jeu. C'est ça, en fait, ce que l'entraîneur doit rechercher plutôt que exclusivement l'amélioration individuelle. Elle va se faire, l'amélioration individuelle, dans le duel, mais elle sera toujours en lien avec l'esprit collectif qui l'a permis. Voilà. Ce n'est pas une conclusion, hein. C'est juste pour Ouais, ça nous a redonné, échanger. ça nous a redonné pas mal de choses. Bon, pour pouvoir enchaîner, hein, parce que là, du coup, on a aussi les attentes et les demandes qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes. Baptiste, toi, par rapport à les compléments que nous a donné aussi Yvan, toi, qu'est-ce que tu demanderais aux arbitres? Par exemple, là, il y a une intervention, alors je vais prendre l'extrême hein, volontairement, Mm. de Vincent Gérard à un moment donné vis-à-vis des arbitres, voilà, par rapport à certaines choses, parce qu'à un moment donné, il y avait une perception de dichotomie en ce qui était réalisé, ce qui était fait et ce qu'il pouvait y avoir, l'écart qu'il pouvait y avoir entre des fois la vision des arbitres et la vision des joueurs. Alors ça, c'est un des éléments. Toi, comment tu l'aperçois aujourd'hui? Alors moi, je vais prendre deux choses hein, par rapport à ce qu'a dit Yvan. La première, tu as été, avant d'être joueur professionnel, un joueur amateur d'une association qui jouait à un niveau au départ plus petit régional. Mhm. Après, moins 18 régions, moins 18 championnats de France. Donc tu sais, donc tu peux t'adresser à ce type de public-là parce que tu sais ce que c'est. Ouais. Tu l'as vécu en tant que joueur. Et puis après, il y a l'approche du plus haut niveau. Mais moi, l'approche du plus haut niveau, elle m'intéresse aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, des éducateurs qui sont là ce soir, qui vont vers des équipes nationales et qui vont avoir sur leur temps, dans l'encadrement des équipes jeunes, des arbitres, des joueurs ou peut-être même des arbitres qui demain vont aller vers ce haut niveau. La preuve, j'ai eu la chance, et je dis bien la chance d'avoir eu Yvan qui m'a entraîné de temps en temps et de t'avoir parce qu'Yvan il a voulu le laisser. Mais Yvan, derrière, il me chapeautait de temps en temps, hein, je te rassure.
Mais non, voilà. Donc, toi, ta vision qui nous intéresse, c'est celle que tu as eue et quand tu étais La joueur relation, d'Assos ouais. à Lyon 9. Et puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est aussi en tant que joueur pro vis-à-vis des autres acteurs, quoi. Et de la relation avec Ah bah l'arbitrage, c'est complètement, ça? complètement, complètement. Alors c'est vrai que ayant évolué du coup comme tu l'as dit, dans ces différentes strates, c'est effectivement, c'est jamais pareil quand on s'adresse au plus haut niveau, on va dire, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes et on n'est pas dans le même jeu que quand on est plus petit, même s'il y a quand même la compétition, etc. Euh, Plus jeune, je dirais que ce qu'on peut attendre des arbitres, du moins, c'est plutôt eux à ce moment-là qui attendent des choses de nous. C'est plutôt dans ce sens-là, vraiment le jeune âge. C'est que nous, déjà aussi, ce qui est important, c'est la maîtrise des règles très jeune. C'est pas forcément quelque chose d'acquis. On voit même qu'au plus haut niveau, parfois, il y a des bugs, on va dire, sur les joueurs du plus haut niveau qui ont des absences de règles. Hein. C'est véridique parce qu'ils sont tellement dans le jeu. Mais voilà, plus jeune, on va dire que la tendance est un peu inversée. On va dire que c'est les arbitres qui ont tendance à attendre plus de choses de nous sur le respect des règles, sur le respect des consignes, sur le respect de tout ça, et un rapport aussi entre nous qui doit être forcément courtois, puisqu'il y a aussi la notion d'image, etc. Mais je veux dire que ça évolue vraiment en fonction des catégories, du niveau et de son caractère, forcément, qui est un petit peu parfois à mettre en, en retrait par rapport à ce qu'on attend et ce qu'on veut. On veut tellement jouer, on veut tellement être bon que parfois, avec l'arbitrage, ça peut se tendre. Mais je crois que les arbitres sont des facilitateurs de jeu, de performance, et qu'aujourd'hui, on doit faire corps. Alors, eux, ils sont dans une relation forcément de partialité, de neutralité, puisqu'ils sont dans le jeu, certes, avec les acteurs, mais ils ne sont pas dans le jeu de dupe avec ni l'attaquant, ni le défenseur. Au contraire, ils essaient d'avoir une trajectoire qui soit la même du début à la fin de la partie, même si le jeu va se corser. Je parle vraiment de toutes les catégories, hein, puisque ça, on le revoit dans toutes les catégories. Euh, et eux, ils ne vont pas être dans ce jeu de dupe, ils vont être dans ce jeu de neutralité, de partialité. Mais on a besoin d'eux, on a besoin d'une relation où ce ne soit pas, quand on se fait siffler quelque chose, euh, comme l'a dit tout à l'heure Florian, si c'est un passage en force, on se doit de poser la balle, replier. Parce que de toute façon, si on ne fait pas ça, on met aussi son équipe en péril. C'est-à-dire qu'à râler, à avoir à perdre du temps sur un repli, etc., derrière, on peut prendre le but. Donc, on n'a pas forcément intérêt à faire ce genre de choses. Maintenant, c'est un équilibre à trouver entre les arbitres et les joueurs. Aujourd'hui, le choix des mots pour les arbitres peut désamorcer réellement une situation compliquée, une situation d'incompréhension. Et parfois, quand on se fait siffler quelque chose, on a l'impression d'être repris comme si on était, je ne sais pas, à l'école. Ça, c'est quelque chose qui peut être mal perçu, qui peut être même insupportable. Si on a l'impression aussi que c'est les gendarmes du coin qui sifflent avec autorité et qui veulent vraiment se faire respecter, ça aussi, ça va être compliqué. Je parle vraiment du point de vue joueur. Hein. Ouais, c'est Après, intéressant. je me mettrais vraiment de l'autre point de vue parce qu'il faut aussi, en étant joueur, se mettre du côté des arbitres parce qu'il peut y avoir des véritables agressions, entre guillemets, de joueurs qui ne comprennent pas la décision et qui vont avoir parce que adrénaline, parce que tout ça, avoir un rapport un petit peu agressif avec le corps arbitral qu'il va falloir tout de suite tempérer. Et là encore, le choix des mots sur des arbitres qui, eux, devraient avoir la capacité d'être peut-être plus lucide qu'un joueur qui, lui, est à fond dans son match. C'est tout le travail, c'est toute la difficulté. Et ce rapport-là, il est très, très important. Alors, c'est pareil entre les jeunes qui ont plus un aspect éducatif et compagnie, et le très haut niveau avec la pression du résultat, la pression de la performance, la pression. Et puis, c'est un métier aussi, donc c'est quelque chose de totalement différent, mais c'est des choses qu'il faut avoir quand même en tête. C'est très évolutif. C'est très évolutif en fonction des niveaux de performance. Mais je crois que
les arbitres, pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils donnent un ton au match et que les joueurs, forcément, c'est dur, hein, mais respectent leur jeu aussi. Parce que les joueurs, les arbitres jouent une partition aussi. Et ça, les joueurs, souvent, moi, je me mets à ma place, hein, j'ai du mal à le comprendre. Mais quand je prends du recul et que le match est fini, ils ont joué aussi. Ils étaient là pendant 60 minutes et ils ont le droit de faire des erreurs. Ils ont le droit d'être. Voilà. Et ça, c'est difficile à accepter à tous les niveaux qu'on puisse se tromper. Quand nous, on met tellement c'est pour ça que je rebondis encore, de cœur à l'ouvrage, on est professionnel, etc. Et c'est pour ça que je rebondis sur l'intervention de Vincent, puisque c'est ce que tu as évoqué Oui, tout à avant. fait. Mais c'est quelque chose qui, ça peut se comprendre. Je crois vraiment, il invectivait le corps arbitral en se plaignant du manque de professionnalisme aujourd'hui du corps arbitral par rapport au professionnalisme des joueurs et des coachs. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui, un joueur qui va avoir tout mis, toute sa vie de côté, qui va penser qu'à ça, qui va être un joueur étranger, qui va avoir, c'est vrai, hein, une famille, des enfants, etc., qui va mettre vraiment son cœur à l'ouvrage pour être dans la performance. Et à côté de ça, on va avoir des arbitres semi-professionnels, mais aujourd'hui, c'est le système qui est comme ça. Et peut-être que ça tendra à mieux plus tard, et je l'espère, comme le foot, comme le rugby, qui sont des ligues où avec des arbitres qui sont entièrement professionnels, qui sont dédiés qu'à ça. Et aujourd'hui, on va avoir quelqu'un qui va peut-être entraîner, c'est une vraie question, hein, qui va entraîner, qui va siffler des matchs cruciaux, parfois pour la montée, parfois pour la Ligue des Champions, parfois. Les enjeux sont très importants. Encore une fois, j'ai un peu dévié, je parle du haut niveau là, mais c'était pour faire le rebond avec Vincent. Et qui, à côté, vont avoir leur vie classique, on va dire, la semaine, penser à autre chose, et puis arriver sur un match en l'ayant pas forcément, en l'ayant préparé, j'entends, hein, bien sûr, la vidéo et compagnie, mais pas de manière aussi professionnelle qu'un joueur qui ne fait que ça. Voilà, c'était ça que Vincent soulevait. Alors, avec ses dérives, avec la manière dont il a exprimé, avec tout ça, mais c'est aujourd'hui une vraie question. Voilà. Je peux J'ai peut-être répondre à été un ça. peu long, mais Ah bah oui, l'intérêt c'est que tu répondes, Flo, bien sûr. non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est bien? Je vais Non mais c'est essayer. bien, Ouais, c'est je vais super essayer. bien. C'est très Faut intéressant, l'exprimer. bien sûr. Il y a plusieurs aspects, mais je sais pas vraiment par où commencer. Je vais prendre une semaine pour moi. J'ai un match le vendredi. Généralement, ce que j'essaie de faire, déjà, c'est d'analyser le match qu'on a eu le vendredi d'avant ou le mercredi d'avant, peu importe. On analyse, on séquence tout. En fait, on fait comme vous pour le coup. On analyse tous nos coups de sifflet du début à la fin. On analyse toutes les interactions qu'il y a pu avoir. Ensuite, on va analyser les matchs des deux équipes. On va faire le match d'après pour savoir un peu, pour avoir les points, pour avoir les joueurs en forme, pour avoir une vision de ce qui pourrait éventuellement se passer. Ça ne veut pas dire qu'on va qu'on va arriver avec des stéréotypes sur ce qui va se passer. Mais on va juste se dire tel joueur est en forme. Voilà, on a une vision malgré tout des interactions qui seront possibles. Ensuite, donc effectivement, on n'a pas 2 entraînements par jour comme vous pouvez l'avoir avec des séances qui sont très carrées, très codifiées. Pour autant, on a un préparateur physique qui nous suit. On a des séquences, des séances pardon, de sport qui nous sont imposées avec des checks qui sont faits avec un suivi vraiment, vraiment poussé par la fédé, comme vous, avec les rythmes cardiaques, avec la charge à l'effort qu'on peut faire sur nos entraînements. On est préparé. On n'arrive pas là, on n'arrive pas là sur le jour du match en disant bon bah voilà c'est tranquille, on va faire notre match. Non, on est préparé. La plupart des arbitres ont un métier à côté. Une grande majorité ont des métiers qui sont adaptables parce que forcément quand on part à l'autre bout de la France, on part le matin, on part pas la veille, mais on part le matin. Si je vais à Toulon, pour l'exemple, eh ben, je pars à 6 heures du matin, j'arrive à 16 heures. Enfin, tout ça pour dire qu'au niveau de la préparation, c'est compliqué pour moi d'entendre qu'on n'est pas préparé parce que tous les arbitres, je ne connais pas un arbitre
J'ai pas dit ça. Ah, mais bien sûr, non, mais je dis pas que tu le dis toi, mais c'est vraiment global. Il n'y a pas un arbitre, selon moi, qui n'arrive pas en ayant préparé son match, probablement et évidemment, pour le but, mais on le fait quand même. C'est juste ma petite précision. Non, mais c'est vrai, mais en disant ça, c'est vrai, hein. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, en te disant ça. Je dis pas que je suis d'accord avec ce qui a été dit, etc. Notamment, mais par contre, je comprends, je peux comprendre vraiment le point de vue euh, d'un d'un aspect du sport qui n'est pas professionnel à 100%. Je suis d'accord avec toi. Est-il aujourd'hui, pas faire de la philo, mais est-il légitime pour siffler des rencontres de très haut niveau, hein, je parle encore une fois, on a un peu dérivé. Voilà, c'était vraiment un truc qui se posait à ce moment-là. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est de mieux en mieux dans l'arbitrage, et tu le dis toi-même, vous êtes préparé, vous êtes suivi. À l'époque, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des paires d'arbitres, même au très haut niveau. Voilà, on va être franc, hein, la préparation physique, elle est très importante. Aujourd'hui, si on n'est pas lucide, on ne peut pas se permettre, on n'est pas performant en tant qu'arbitre. J'ai vu des arbitres qui étaient en difficulté sur ce point de vue-là il y a quelques années. Aujourd'hui, ça se tend vraiment, je pense, vers l'excellence, et il y a des très bonnes paires d'arbitres en France, mais je pense que c'est très perfectible. Voilà, mon point de vue. Bien sûr. Les gars, je vais vous couper, Ouais. ne serait-ce que pour le timing. Et puis, Oui, comme oui, vous l'avez oui. dit, vous êtes sorti un peu du sujet. On est sorti du c'est- sujet là. mais c'était important que vous en parliez parce que ça va amener au webinaire qu'on aura après où on va parler de la communication entre les acteurs. Donc là, vous m'avez donné vraiment de l'eau à mon moulin sur une autre soirée, une autre thématique. Donc merci d'avoir anticipé. Voilà, J'ai déjà désolé des pour les questions et des dérives. réponses. Bravo, bravo. Liam, alors du coup, comme il y a quelques questions quand même. Et que- J'en ai relevé une avant que Liam, s'il veut bien. Liam, Ah, vas-y, parole. vas-y. J'ai vu une question de Sylvain là, qui a été intéressante pour le coup, justement, qui nous remet un petit peu un peu plus précisément dans le sujet. Donc, on dit toujours qu'il ne faut pas attaquer sur les joueurs et à haut niveau, enfin, si j'ai bien compris, et c'est ça, Sylvain, que tu voulais dire. À haut niveau, au contraire, les joueurs sont toujours les uns contre les autres, etc., dans les duels. Enfin, en gros, je la fais courte. Euh, en fait, du point de vue de l'entraîneur, parce qu'effectivement, ça, il y a plein de choses comme ça qui ne sont plus logiques à haut niveau. C'est pour ça que la discussion qu'a Baptiste sur l'arbitrage, etc., elle est hyper intéressante, c'est évident, mais il y a un tel fossé entre la formation initiale, etc., et ce qu'on voit il faudrait des réunions beaucoup plus séquencées pour qu'on puisse traiter tous les problèmes. Pour revenir à ça, c'est comme lorsqu'on parle d'occupation rationnelle de l'espace. Sylvain, je m'adresse à toi directement par rapport à ta question. L'occupation rationnelle de l'espace avec le fameux trapèze d'époque, etc. Les ailiers sont toujours positionnés, même si un départ d'ailier, il faut rééquilibrer le jeu, etc. Tu vois bien ce qui se passe à haut niveau. Aujourd'hui, l'occupation rationnelle de l'espace est quasiment bafouée à chaque instant dans le jeu par la puissance des engagements des uns et des autres. Il y a même des fois des joueurs qui se retrouvent à 3 pivots dans la défense, ce qu'on n'appelle pas pivots, c'est des joueurs qui sont rentrés, qui ressortent, etc. Le jeu en mouvement et les qualités physiques et techniques des joueurs sont telles qu'aujourd'hui, les principes fondamentaux du jeu sont bafoués. En l'occurrence, le premier, pour revenir à la question initiale, qui est, oui, au départ, il faut impérativement créer les conditions, encore une fois, de mettre en mouvement le défenseur. C'est pour ça qu'on dit aux joueurs d'engager leur duel à l'extérieur, quitte à ce que le joueur se replace ensuite face à lui, mais il aura été mis en mouvement. À partir du moment où le joueur en défense est en mouvement latéral notamment, mais même un petit peu en profondeur, il est en danger et là, on peut travailler sur le changement de rythme. Ce qui justifie de répondre à ta question en disant il est impératif en tant qu'entraîneur de maintenir mordicus le fait que les duels doivent s'opérationnaliser tout le temps à partir de l'espace et non pas du joueur. Bien sûr, on décale le joueur pour qu'il revienne à nous pour mieux le battre. Donc voilà, et ça se fait tellement vite à haut niveau qu'on ne le voit pas. Et les distances de combat sont tellement réduites, puisque leur qualité de vitesse, de perception, de choix, etc., compresse toutes les informations qu'on peut voir, mais ils font la même chose. À part peut-être un ou deux joueurs atypiques, peut-être des fois,
certains joueurs, je ne vais pas citer de nom parce que là, ça ne servira à rien, qui sont vraiment très près du passage en force, parce qu'ils ont tellement peu décalé, ils jouent sur leur qualité physique énorme, leur passage de bras dantesque, etc. Et là, les arbitres sont de nouveau confrontés à il y a passage en force ou il y a voilà bon. Mais 9 fois sur 10, même à très haut niveau, ils ne sont pas directement vraiment face aux joueurs. Ils ont juste décalé un tout petit peu leur 1 contre 1. On croit qu'ils sont en face pour déjà bouger un peu le défenseur. Des fois, ceux qui ne le font pas, à ce moment-là, oui, ils peuvent se faire avoir et ils ont des risques de passage en force. Voilà, donc à la formation initiale et même continue, oui, tous les duels doivent s'orchestrer d'abord et avant tout sur une recherche d'espace. On n'engage pas le duel au départ sur le joueur. Et c'est vrai que les termes cadrage, débordement, des fois, ça peut porter à confusion parce qu'on cadre quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'empêche de bouger quand on le cadre. Mais en fait, quand on dit cadrage et débordement, c'est que oui, on va se déplacer légèrement à côté de lui pour que celui-ci se déplace. Et là, on l'a cadré. C'est lorsqu'on l'a bougé un peu qu'on l'a cadré, en fait. Voilà. Donc, voilà, Sylvain, j'espère avoir un petit peu répondu à ta question. Super. Écoute, merci pour cette première réponse, Yvan. Je pense qu'on va enchaîner sur les autres questions. Hein. Il y avait d'abord une question qui a été posée par Florian. Alors, Florian, je vais la poser, puis ensuite, je te laisserai compléter si jamais il y a besoin ou même identifier la personne à qui tu veux la poser. La question de Florian, c'est comment forcer défensivement un duel où la défense aurait de meilleures chances pour récupérer la balle. Si tu veux compléter, Florian, n'hésite pas. Oui, mais alors ça s'adresse en priorité aux techniciens et puis aussi aux joueurs sur le terrain dans leur prise de décision. C'est que vous avez échangé beaucoup sur comment l'attaque pouvait obtenir une situation favorable, mais la défense peut aussi très bien repérer, je sais pas, un joueur qui fait que des marchés ou des choses comme ça, ou un endroit où elle a des chances, s'il y a duel, d'avoir plus de réussite. Et du coup, après, pour Florian, dans la lecture arbitrale, est-ce que ces organisations défensives, elles peuvent être lues, perçues et du coup mieux appréciées? C'est pour qui, là? C'est pour qui? C'est pour toi d'abord. Moi, Yvan? Oui. OK. Alors, en ce qui concerne donc le duel défensif, à partir du moment où on a intégré tous les principes dans la formation qui consistent à dire qu'on doit être capable de réduire la certitude entre partenaires pour en créer sur l'adversaire, que ce soit en attaque comme en défense. À partir du moment où on a repéré, encore une fois, on est dans le jeu de lecture, etc., qu'un adversaire direct avec quelques difficultés dans la prise de balle en mouvement, qu'il avait besoin de prendre des repères très fiables et qui étaient toujours les mêmes, on a pris ces repères-là, on est effectivement capable de prendre l'ascendant sur lui. Donc, le principe de créer l'incertitude dans le jeu adverse à partir de la position de défense est également très intéressant, de créer le joueur intelligent, en gros, hein, voilà, qui a détecté chez l'adversaire à son poste de jeu un certain nombre de lacunes dans ses déplacements qui nous permettent de… Donc, on a effectivement un défenseur qui va être capable de monter très vite pour créer le duel, redescendre un petit peu, obliger le joueur à se marcher un petit peu ou créer un tir qu'il n'avait pas forcément prévu, etc. etc. Là, quand on commence à jouer avec l'adversaire à ce niveau-là en défense et qu'on a un rapport de force qui est favorable, parce que peut-être on a au score réussi à mettre un petit peu un ascendant psychologique sur l'adversaire et donc on se sent un peu plus libéré mentalement pour prendre l'initiative, à ce moment-là, oui, les défenseurs vont être capables de changer, de varier leur distance de combat, d'alterner, etc., pour emmêler un petit peu les pinceaux perceptifs et décisionnels du porteur de balle. Et ça, c'est toute la science des joueurs de très haut niveau qui arrivent à repérer chez un défenseur ou chez un attaquant plutôt la petite faille qui fera que il y a un joueur qui fera passage en force alors qu'un autre ne l'aurait pas fait dans un intervalle extérieur par exemple, sur une course. Je te donne un exemple, il y a tout un mouvement de jeu qui a eu lieu, on est sur la base arrière et puis l'action se termine entre le 1 et le 2 avec un arrière qui est sur une course légèrement excentrée.
qu'est-ce que fait le défenseur? Est-ce qu'il va juste fermer? Il est dans un duel là pour ton défensif. Il y a un arrière qui est en train de s'engager, mais la course n'est pas forcément parfaitement maîtrisée, ou la réception de balle, l'espace n'est pas énorme. Le défenseur va-t-il sauter avec le défenseur pour gagner la course, juste pour faire la petite poussette qui va mal, que l'arbitre va se faire un plaisir de dire ouf, il m'a donné la solution que j'espérais même plus, etc. Voilà. Donc tout ça c'est de la finesse d'appréciation qui se voit à l'entraînement. C'est pour ça que moi, je suis encore fou de temps en temps, et là, je fais un petit truc familial, excuse-moi Baptiste, mais je suis encore fou de temps en temps de voir en jeu des actions que nous, en tant qu'entraîneurs, et alors quand c'est son fils, c'est pire que ça, eh bien, c'est de voir que le joueur fait un choix, alors je sais dans l'engagement que le défenseur a mis la main pour le coup, sur le joueur qui peut être mon fils, parce que l'espace est tellement limite que le défenseur n'a plus qu'à faire la petite action qui va bien pour que le passage en force soit sifflé, etc. De temps en temps, ça arrive encore, même à très haut niveau, ça, la preuve. Et ça, eh bien, à un moment donné, ce sont des choses qui se voient, qui se travaillent, qui se voient donc forcément à l'entraînement et qui montrent la qualité, bien sûr, des joueurs, mais aussi leur intelligence motrice et de situation en jeu. Voilà. Donc, le duel défensif, c'est d'abord créer l'incertitude et ensuite induire le comportement qu'on a nous-mêmes choisi sur le porteur de balle. Voilà. Enfin, Merci pour cette réponse très détaillée, Yvan. Florian, j'espère que tu as eu tous les éléments. Là, on va enchaîner du coup sur une deuxième question pour un autre Florian. Florian Véroncini cette fois-ci. Plutôt sur l'arbitrage, du coup, Florian. Selon toi, comment est géré le duel comment devons-nous gérer le duel sur le pivot en tant qu'arbitre? Et ensuite, plutôt, du coup, selon toi, pour ne pas faire de faute sur le pivot dans le duel, comment le défenseur devrait-il se comporter? Et du coup, Baptiste, peut-être que tu pourras nous donner quelques éléments par rapport à ça. Comment défendre sur un pivot ensuite? Alors, j'espère que vous avez 1 heure à passer là, par contre. Ouais, c'est compliqué. Là, on va y passer tout le temps. Non, mais pour être vraiment le plus simple possible, j'ai un critère qui marche très bien pour les niveaux amateurs. Globalement, s'il y a un défenseur, on va parler 1 contre 1, s'il y a un défenseur qui est derrière le pivot, dans 95% des cas, il y aura soit but, soit 7 mètres, et sanction ou pas. Mais voilà, ça, c'est un critère. Ça marche toujours. Dans 95% des cas, but ou 7 mètres, c'est sûr. Bon, 95. Après, à plus haut niveau, c'est un peu compliqué. Pour autant, après, il y a des utilisations de la zone. Derrière, c'est vraiment compliqué de répondre comme ça. Pas recommencer. Alors, on a eu, pour la petite histoire, sur un stage élite, il y a 1 mois, on a eu une intervention de l'entraîneur de Ponto qui nous a fait une intervention de plus d'1 heure sur le sujet. Donc, en rentrant vraiment dans la technique arbitrale, dans la technique du jeu, proprement parler. Donc, ça va être très compliqué pour moi de pouvoir répondre précisément. Mais en gros, voilà, il va y avoir vraiment la position du ou des défenseurs, où est situé l'attaquant par rapport à eux, par rapport à la zone. Et voilà, après, il y a une grosse régulation à faire sur les pivots pour nous, parce que c'est le point qui est le plus problématique actuellement sur le handball. Et plus on monte, plus on a des pivots qui sont costauds, c'est de plus en plus dur. Voilà. Je pense que tu pourras confirmer ça, Baptiste, mais c'est vraiment très compliqué. Ouais. Ouais, alors pour rebondir un petit peu là-dessus, pour la défense sur le pivot, c'est vrai que c'est un aspect assez compliqué du jeu et qui est très variable, encore une fois, en fonction d'où est placé le pivot, du gabarit du pivot, de ce que l'attaque veut mettre en place, donc comment défendre. Mais bon, dans les grandes lignes, c'est assez complexe, mais dans les grandes lignes, c'est vrai que pour comprendre comment défendre sur un pivot, il faut peut-être comprendre à l'inverse ce que l'attaque essaie de faire pour mettre en position un pivot en position. Souvent, justement, comme Florian le disait, le pivot, pour avoir une position favorable, puisque les pivots, comme tu l'as dit, sont souvent les joueurs les plus costauds des équipes, on dépasse les 110, 115, parfois 120 kilos sur des pivots, donc ils ont pour but d'avoir souvent le défenseur dans le dos
pour une prise de position presque perpendiculaire, voire parallèle à la zone, qui les permettra de pivoter et donc d'avoir une action favorable 7 mètres, 2 minutes et j'en passe. Du coup, pour défendre, alors c'est jamais pareil en fonction des postes aussi, c'était numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais pour défendre sur le pivot, je crois que c'est alors au-delà de l'aspect combat, c'est un travail de jambes de tous les instants pour le contourner le plus possible. Si l'arbitre, encore une fois, voit qu'on fait l'effort de contourner, souvent on essaie de contourner soit par la gauche, soit par la droite, souvent large pour ne pas être pris sur un bloc remise ou sur un bloc inverse. Enfin, ça, c'est des aspects aussi un petit peu techniques. Mais si on fait l'effort de passer devant, souvent le pivot, s'il est contourné, va faire un geste de la main pour ne pas être contourné et va faire une faute offensive. C'est donc tout un travail de jambes plus que de bras plus pour intervenir. Là, c'est l'aspect aussi que technique, hein, joueur. Les bras pour intervenir vraiment sur les trajectoires en coordination avec son défenseur à côté de soi. Là aussi, c'est fin, mais il y a souvent un défenseur, si vous regardez bien, qui prend les passes hautes et l'autre qui prend les passes basses. Ça, c'est de la dissuasion pure. Ensuite, il va y avoir l'aspect combat, donc l'aspect contournement, et là, qui est un travail vraiment de jambes à faire, mais qui est assez difficile. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à répondre. En tout cas, pour défendre sur un pivot, il faut être mobile. Si on est statique et si on est dans le dos, c'est mort. On est bien d'accord. Ça me fait plaisir, Baptiste, parce que tu vois, on ne s'était jamais parlé avant, mais finalement, on se retrouve sur pas mal de points et d'avoir point de vue joueur, point de vue arbitre, qui se Ouais, ressemble, c'est très intéressant, non, c'est vrai. et ça me plaît bien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée ou si c'était vraiment l'aspect technique, mais c'est tellement, il y aurait tellement de phases à aborder en fonction des postes, en fonction du placement du pivot, en fonction de son gabarit. Tout est tellement variable et adaptable que c'est dur d'être précis sur un sujet si vaste. Voilà. C'est clair, on est bien d'accord. On enchaîne du coup avec une autre question, cette fois-ci de Darren. Alors Darren, je vais la poser pareil, tu pourras compléter sans aucun souci. Plutôt à destination de Florian, mais du coup, Yvan et Baptiste, si vous voulez compléter, ce sera avec plaisir. En quoi, Florian, c'est pertinent pour toi de parler d'intention offensive, donc avec la notion de lecture du jeu, quand on sait qu'en une fraction de seconde, les attaquants peuvent complètement changer d'intention et se mettre dans des situations de jeu totalement différentes et favorables? Comment tu interprètes la notion de lecture du jeu par la reconnaissance des intentions défensives? Alors, il va y avoir des stéréotypes aussi de jeu qui rentrent en compte. Après, quand on va voir un attaquant, je prends un exemple un peu au hasard, mais si on voit un attaquant arrière qui prend l'intervalle 1-2 vraiment sur une course externe, on va dire qu'il y a 95% de chances, s'il va au tir, qu'il va pouvoir faire tel type de tir ou pas. Après, il y a des capacités physiques qui font que les joueurs peuvent faire plus de choses, mais à un moment, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que c'est limite humainement pas possible. Je vais dire, moi, j'en fais des cases. Du coup, voilà, après, on a des stéréotypes de jeu qui font qu'on sait que voilà, le jeu va se dérouler de cette manière-là. On peut l'anticiper, on peut le lire. C'est plus l'habitude, c'est de voir et de voir et de voir en permanence les mêmes actions, même si c'est jamais vraiment les mêmes. On arrive quand même à faire des regroupements et puis il y a forcément, on va voir quelque chose, ça va nous orienter sur là, il peut se passer ça, 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 ça. C'est comme aux échecs, en fait, on essaye d'avoir 3-4 coups d'avance et pour se préparer aux éventualités. Et en fonction de ce qui est proposé, on peut dire, en fait, on élimine les. Là, c'est vrai. Enfin, voilà, comme je dis, c'est vraiment. J'essaye de détailler un peu, mais on élimine les possibilités au fur et à mesure de ce qu'on voit pour arriver à la bonne décision ou pas. Parce qu'on se trompe aussi, parfois, sur justement la lecture des intentions. Et des fois, on est surpris aussi. Effectivement, il y a une action et il se passe quelque chose. Il y a un tir qui est déclenché, un tir de l'espace, ou une passe au pivot. Le ballon qui passe derrière la tête, voilà, on s'y attend pas. Et c'est aussi cette notion de savoir que tout peut se passer, de savoir parfois retenir son coup de sifflet pour justement pas couper des actions comme ça et laisser le jeu se dérouler en fait. J'espère que c'est à peu près clair. Ok, Darren, ça te convient?
Ça répondait à ta question? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Après, moi, c'était plus parce que du coup, Florian, à des moments, tu as dit que bah, du coup, tu pouvais analyser certaines situations par rapport aux stéréotypes de certains joueurs. Mais du coup, 'fin, tu sais comment tu les analyses, tu sais ce que tu vois. Mais nous, du coup, enfin, je comprends pas trop ce que tu veux dire par là, en fait. Quand tu dis on peut les analyser, moi, je sais pas comment ça, on peut les analyser. Enfin, ce que ça veut dire, en tout cas. D'analyser une situation de jeu et de voir ce qui peut potentiellement se passer. Ouais, bah, enfin, quand tu dis oui, du coup, des fois, ils se mettent dans des situations qui sont d'où ils peuvent pas s'en sortir, enfin, que c'est humainement pas possible. Et tu dis que bah, des fois, il y a certaines situations précises que tu peux, que tu as la possibilité d'analyser et autres. Mais du coup, c'est quoi, qu'est-ce qui te permet d'analyser les situations, du coup, à proprement dit? Bah, c'est les positions des joueurs. Et si je reprends mon exemple, si tu prends un droitier qui va sur la gauche, qui a une course vraiment externe, s'il n'arrive pas à s'orienter, il ne pourra pas faire un tir correct, par exemple. Mais ça, c'est sans parler d'une décision. Ça, c'est là où je dis que tu peux l'analyser. Tu sais d'avance que le tir ne sera pas bon. Ça, c'est juste un exemple. Et après ça, tu peux le décliner plein d'autres sujets. Typiquement, là, ce que je disais sur le pivot, tu analyses le duel, tu vois que le défenseur est derrière. Il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas de collègues à côté qui vont pouvoir aider le défenseur. Ça, c'est pareil, c'est des critères, c'est de l'analyse où tu vas dire, bah là, il va se passer probablement ça. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est de la même manière que les comportements des joueurs sont stéréotypés. S'ils arrivent à détecter, à voir le comportement d'un attaquant, bah voilà, ils vont s'adapter. Les dispositifs qui sont mis en place, tu sais que face à une 1-5, tu vas défendre de cette manière-là parce que potentiellement, il va se passer certaines choses. Sur une 3-3, bon, voilà, ça se fait plus trop, mais bon, voilà, sur une 3-3, tu sais que tu vas pouvoir défendre comme ça, attaquer de cette manière-là, sur cette défense-là. C'est vraiment juste de l'adaptation en fonction de ce qui est proposé. Et c'est le travail, c'est l'analyse vidéo qui te permet de savoir ce qui peut potentiellement se passer. Donc, tu le travailles comme tout, comme un joueur, en fait. Pour le coup, pour moi, c'est vraiment ça. J'espère que ça te Super. répond que ça répond à ta question. Si, bah écoute, je pense que ça donne les compléments. Hein. Darren, apparemment, ça va, il Non, a eu mais les réponses. Top, merci Florian. je peux intervenir quelques secondes, une Vas-y, seconde. vas-y, bien sûr, Yvan. Vas-y, bien La sûr. reine, je te vois, donc c'est bon. Euh, je pense que être capable de déceler les intentions de jeu des attaquants ou des défenseurs pour faire le meilleur choix possible en tant qu'arbitre, ça signifie que les arbitres ont une connaissance de tout ce qui concerne le jeu que peut-être à un niveau départemental, on n'a pas encore. Donc là, on est d'accord, Florian, que là, tu parles d'un niveau d'expert arbitral qui est capable de connaître tout ce qui peut faire le handball à tous les postes de jeu, à toutes les situations, etc., etc. Au même titre que les joueurs doivent être capables d'analyser le rapport de force, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, je veux dire donc l'arbitre, pour en revenir, et j'essaie de faire un lien sans que ça soit bien facile, l'arbitre, pour être au niveau des joueurs professionnels, doit avoir le même niveau de compétence en termes de connaissance du jeu. Et ça, j'espère que c'est le cas. D'après ce que je vois, c'est plutôt pas mal. Mais ça veut donc dire qu'être arbitre, ce n'est pas histoire de dire je vais faire plaisir à gérer les dégâts parce que j'ai rien d'autre à faire. Il faut devenir vraiment un expert à ce niveau-là, parce que sinon, c'est dans ces cas-là que les affaires tournent mal dans les relations arbitre-joueur. Donc voilà, donc la relation des arbitres avec les entraîneurs, avec les joueurs, doit être de plus en plus pointue, mais pointue au sens connaissance réciproque identique, quoi, pour que tout le monde soit à peu près d'accord sur ce qu'il voit sur le terrain en même temps. Et là, c'est chaud. Hein. Donc, parce qu'il y a du travail, parce que les joueurs, quand ils sont pris dans l'engrenage du jeu, ils ont un petit problème par rapport aux arbitres, c'est qu'ils sont pris effectivement à un tel niveau qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre pour réagir toujours comme il faudrait sur les décisions des arbitres. Mais voilà.
À haut niveau, c'est différent. Et même à haut niveau, des fois, on voit des joueurs, même quand on est très connaisseur ou on croit l'être, quand on observe de loin un match, on voit des joueurs avoir des comportements, pourtant qui sont des joueurs de très haut niveau, des comportements en relation avec l'arbitrage qui interpellent aussi de temps en temps quand même. Qui interpellent vraiment. Je rebondis sur ce que tu dis, Yvan, dans l'approche de formation de nos jeunes arbitres dans le parcours de performance fédérale, parce que nous aussi, il y a aussi une structure qui est en train de se monter tout doucement avec l'arbitrage depuis quelques années là-dessus. Donc, Baptiste parlait des moyens qu'on mettait en œuvre pour arriver au même niveau, les joueurs et les arbitres, donc c'est en train de se faire. Une des approches qu'on essaie de mettre en avant, c'est l'analyse de la dialectique, des rapports de force, qui est de plus en plus présente. Alors, comme tu l'as dit, Yvan, on l'a pas au niveau départemental, puisque c'est pas l'essentiel pour nous et aujourd'hui on n'en a pas la nécessité. Par contre, je peux te dire que le premier niveau régional, on commence à en parler, et le haut niveau régional et nos jeunes arbitres qui sont dans le parcours, qui vont siffler des intercomités, des interligues, voire qui vont siffler les niveaux nationaux, plus on va avancer en fait dans le niveau, plus on va rentrer dans cette culture handball, parce qu'on va parler de culture handball aussi, qui est importante, et à la fois dans l'aspect lecture du jeu, tactique ou autre, dans la fois dans le duel et les rapports de force, mais à la fois aussi sur ce qu'on attend des acteurs, ce qu'on attend des acteurs et les interactions avec les acteurs. Et là, ça va ouvrir une nouvelle piste qu'on aura sur un autre webinaire, ce sera plutôt la communication et la gestion de la communication et les messages à faire passer du coup. Yann Je vois encore une question de Florian là. On peut en Ouais. parler ou alors c'est l'heure de laisser coucher? Ah non, vas-y, Il y vas-y. avait une question, justement, il y a une question qui arrivait là dans l'enchaînement. Il nous en reste deux. Il nous reste une question qui a été posée par Victor. Victor, je te laisse prendre la main si tu veux, du coup, pour l'expliquer peut-être un peu mieux qu'elle a été posée. T'es en train de dire que je ne sais pas écrire. Je vais poser la question rapidement, du coup. Alors, on sort peut-être juste sur le côté duel, mais c'était par rapport, c'est une question qui est plutôt pour vous, Yvan, par rapport, vous avez parlé des fondamentaux du handball au très haut niveau et sur le fait que dans beaucoup d'actions, on ne les voyait pas telles qu'on pouvait les imaginer dans la formation initiale. Et du coup, j'avais une question par rapport au jeu qui avait été proposé par la Suède pendant le mondial, qui semblait être beau et se rapprocher peut-être plus des fondamentaux du handball et du moins de la façon avec laquelle on veut l'apprendre à nos jeunes. Est-ce que du coup, ça, vous estimez que c'est une anomalie et que ça ne se reverra plus, ou est-ce que justement, ça peut donner une tendance pour les années futures en termes de jeu? Ouais, c'est intéressant. Bon, à double titre. Le premier, c'est que la Suède a toujours une école de handball absolument extraordinaire en termes de formation. C'est pas nouveau. Donc, c'est pas normal non plus qu'on ait eu cette observation, puisqu'il y a eu un changement de génération qui vient d'avoir lieu en équipe nationale et que la jeune génération est encore empreinte de toute la formation de très haut niveau qu'elle a reçue. Et donc, ils sont encore là-dedans. Lorsque les joueurs vont commencer à vieillir un peu, ils vont se rapprocher un peu des défenseurs, ils vont commencer à aller chercher des trucs un petit peu plus de filou. Pour l'instant, ils ne sont pas filous, ils sont encore très jeunes et pleins de leur énergie débordante et de leur technique et de tactique de très, très haut niveau. Donc, en fait, eux sont encore exactement au niveau que j'aimerais que le handball international soit en permanence, c'est-à-dire un jeu léché, un jeu rapide, un jeu de libération de balles, un jeu avec des mouvements très clairs, avec des distances de combat toujours adaptées et qui emmerde beaucoup moins les arbitres au passage, puisque les choses sont souvent plus claires, on joue moins sur les filouteries, etc. Bon, on ne va pas faire d'analyse de l'équipe de France ces derniers temps, ça ne sert à rien, mais voilà, ça nous permettrait, nous, d'initier une réflexion sur ce qu'il faudrait peut-être de nouveau remettre à l'ordre du jour, même si en termes de formation, je pense que la formation française n'a plus rien à prouver quand même, mais il faut toujours se remettre en question. Et si on voit aujourd'hui l'équipe nationale jouer avec un style qui ne correspond pas à celui que des acteurs comme nous, en termes d'acteurs du handball, entraîneurs, etc., comme tu l'es probablement, Victor, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer de retravailler, parce que ce n'est pas normal qu'on constate aussi que ce jeu de l'équipe de la Suède soit très agréable à voir, soit d'un niveau, etc. Et maintenant, ils n'ont pas gagné la timbale. Voilà. Et voilà. Donc, ce handball-là est un handball
d'un niveau d'excellence et d'expertise qu'on doit aller de nouveau être capable de rechercher. Maintenant, si on retourne la situation et pour revenir sur les intentions de jeu et la notion de duel, etc., là, je pense pouvoir vous dire que les principes fondamentaux du jeu sont systématiquement et les plus simples respectés du débutant à l'expert en Suède. Ce qui, chez nous, a un petit peu été mis de côté pour le plus haut niveau parce qu'on a été capable, avec des joueurs complètement atypiques ces 15 ou 20 dernières années, de recréer un handball qui sortait des sentiers battus en Rouen en partant du père Richardson jusqu'au fils aujourd'hui. Il y a deux générations qui se suivent et sincèrement, le handball qu'il pratique est un handball absolument extraordinaire, spectaculaire, etc. Mais pour retrouver les fondamentaux, des fois, de jeu dans ce qu'ils produisent, il faut des fois se lever de bonne heure. Hein. Donc voilà, on a des joueurs qui sont comme ça, on s'en est servi, Onestam a fait même son fonds de commerce. On va voir ce que ça va donner derrière, parce qu'il faut revenir aux choses peut-être un petit peu plus rigoureuses, comme l'équipe de Suède semble être capable de le faire. Merci Yvan, du coup, pour cette belle réponse. On a une question qui est assez transversale pour tous les trois, Baptiste, Florian et Yvan. Du coup, en commençant par Baptiste et son approche un petit peu en tant que joueur. Baptiste, selon toi, du coup, comment tu penses qu'aujourd'hui les entraîneurs devraient faire passer le message aux entraîneurs en formation pour apprendre le débordement et le duel chez le jeune joueur? Du coup, après, on passera la main sur la même question à Yvan, pour qu'il puisse nous donner sa parole en tant qu'entraîneur. Et ensuite, à la fin, à Florian, pour qu'il puisse nous dire, pour les jeunes arbitres, quels conseils on peut leur donner pour qu'ils apprennent à gérer un débordement, un duel. Alors, c'est un peu sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Du côté joueur, comment les entraîneurs peuvent inciter les joueurs à faire des duels de qualité. En gros, c'est ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de duel, elle est importante, elle est décisive, mais il faut qu'elle soit amenée au préalable souvent par alors, soit une initiative personnelle, forcément, qui peut être des fois la réponse tactique à une situation proposée, ou par un mouvement au préalable qui est important de mettre en place. Donc, du coup, une situation qui est à faire à l'entraînement, où on permet ça nous permet de déplacer la défense et donc d'avoir, encore une fois, une position favorable pour prendre le défenseur à contre-pied, etc. Mais avant ça, il y a forcément un travail sur les appuis de base. Comment déstabiliser son défenseur, par quel jeu, en fonction de ses qualités physiques intrinsèques, on arrive à prendre l'avantage sur le défenseur. Encore une fois, à quel poste, à quel niveau, à quelle main, c'est toujours différent. Mais quels sont les mouvements qui… Alors déjà, il y a la distance de combat, l'aspect distance de combat qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, qui est indispensable pour permettre d'éliminer son défenseur avec le respect des règles qui, forcément, si elles ne sont pas respectées, le 1 contre 1, le duel sera caduc. Donc forcément, l'aspect de distance est très important. C'est un travail où forcément, grâce à ses coéquipiers, on va pouvoir être mis en situation avec une distance de combat qui soit acceptable pour prendre son adversaire de vitesse. Il y a l'utilisation de la feinte, l'utilisation du dribble, qui peut être une véritable réponse à un défenseur qui va monter, un défenseur qui va descendre, qui va jouer lui-même avec la distance de combat, et forcément pas la même que celui que l'attaquant, le joueur offensif, souhaiterait. Mais c'est tout un travail aussi d'appui, de déséquilibre. À quel moment on va faire se déplacer le défenseur d'un côté pour le prendre à contre-pied de l'autre. Il y a aussi différents types de duels. Le duel qui peut être une course sans ballon. Et il va y avoir aussi le duel avec ballon pur, en rapport de force. Il va y avoir le duel qui potentiellement peut être un duel en dribble, un petit peu à la Michael Guigou. Donc,
c'est très riche, c'est très varié. Mais pour mettre, voilà, pour mettre en, le duel au service du collectif, il faut au préalable souvent une préparation voilà, pour que ce soit pertinent, le faire au bon moment. Merci Baptiste. Du coup, Yvan, pour toi, peut-être dans ta vision d'entraîneur, euh, est-ce qu'on peut peut-être parler d'un proprement dit de conseils individuels, on va dire, pour le joueur, vraiment dans le détail, où on va peut-être parler d'organisation motrice, peut-être une orientation précise, peut-être Ouais, bon. la relation Ouais. passeur-réceptionneur, un timing précis aussi dans l'engagement. Encore une fois, je vais essayer de faire court, mais c'est compliqué. Quand on est entraîneur, à toujours tenir compte de 3 choses. Donc, les intentions de jeu, l'activité perceptive, la prise de décision et puis l'action qui va avec, d'accord? Les fameux percevoir, décider, agir. Bon, donc dès qu'on est dans le duel, on va à une situation qui est en lien avec le duel. On doit être capable de savoir en tant qu'entraîneur qu'est-ce que le joueur doit percevoir, quelles sont les actions qui sont les décisions qu'il doit pouvoir prendre, et ensuite, quelles sont les organisations motrices qu'il doit mettre en œuvre pour réussir. Donc là, ça fait donc à chaque fois qu'il y a quelque chose à mettre en place dans une situation, quelle qu'elle soit, là, il s'agit du duel, pouvoir répondre à ces 3 questions. Quoi voir, d'accord? Pourquoi agir et décider d'aller dans ce sens-là, ensuite, et puis comment le réaliser? Donc, ça fait quand même à chaque fois des questionnements que l'entraîneur doit avoir. Et en même temps, je lis la question qui a été posée par je ne sais plus qui, parce que je ne peux pas lever mon truc, là, chaque fois ça me bloque, là, bon, c'est pas grave, et qui est intéressante, qui est, y a-t-il pas un déficit de l'information en termes de recherche d'incertitude, Georges qui a etc. posé la question. Hein? Georges qui a posé la question. Georges, bon, et notamment dans le duel, etc. Voilà. Oui, enfin, je ne sais pas s'il y a un déficit. Ce qui est certain, c'est que on doit être capable, à chaque fois qu'on met en place une situation de duel ou autre, mais de duel également, on doit être capable de donner aux joueurs des situations contrats, de défis qui l'obligent à mettre en jeu son mental de manière à ce que, au fur et à mesure, il réduise ses incertitudes qu'il a vis-à-vis de lui, qu'il en crée chez l'adversaire pour que son duel soit une recherche permanente d'amélioration du jeu, soit pour lui, soit pour ses partenaires. Mais ça veut tout dire et rien dire, c'est que des mots, mais en jeu, lorsqu'on met des situations d'entraînement où systématiquement, il y a des balles qui arrivent de la gauche, de la droite, qu'on réduit les espaces, qu'on les agrandit, qu'on met des défenseurs qui sont en mouvement d'un côté ou qui viennent de l'autre, qui sont à l'arrêt, qu'on met, comme le disait Baptiste, des joueurs en dribble avec des distances très courtes ou des joueurs en dribble avec des distances beaucoup plus longues, etc. Et qu'on multiplie les situations variées de duel, on oblige, avec notre expertise à nous aussi, l'aide qu'on peut apporter aux joueurs, ces joueurs à décider, percevoir d'abord, décider ensuite, et trouver les moyens de régler au plan moteur. Notre travail consistant, nous, à ne jamais utiliser ce que fait, par exemple, le joueur comme celui de Michael Guigou ou d'un autre, mais utiliser ce que fait le joueur qu'on a en face de nous. Donc, on ne peut pas copier un Michael Guigou dans ses duels. C'est impossible. Un centre de gravité si bas, un mec qui est capable de dribbler avec 15 cm, etc., pour déborder quelqu'un, nos joueurs ne sont peut-être pas capables de faire ça. Par contre, ils sont capables de lire, de voir à quel moment le défenseur on l'a bougé. On est capable de leur dire qu'il faut rester équilibré sur leurs appuis, de ne pas avoir les épaules qui partent vers l'avant, etc., etc. D'être capable, dans leur action, surtout, d'être à la fois un débordeur possible, mais être capable de transmettre la balle si l'action n'aboutit pas. Donc ça nécessite une organisation motrice bien particulière. Si je suis parti vers l'avant avec les 2 mains devant en faisant une espèce de petit jeu de baballe avec mon adversaire, je sais que ça va être très compliqué de réarmer mon bras immédiatement. Toutes ces organisations motrices spécifiques au duel doivent être travaillées en tenant compte de ce qu'on appelait avant la triple menace, déborder, tirer ou passer dans le même geste.
Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on va avoir des joueurs qui naturellement ou assez rapidement sont capables de mettre en place et d'autres qui ont besoin d'aménagement de situation ou d'espace beaucoup plus grand au départ pour le mettre en œuvre. Et puis, au fur et à mesure, en fonction des potentialités remarquées des uns et des autres, les postes de jeu vont naturellement se mettre en place. Mais voilà, le duel, il est tellement essentiel qu'en fait, la réunion d'aujourd'hui consistait à parler du handball, tout simplement, mais vraiment du handball au sens large du terme, quoi. Parce que le duel, c'est l'essence même du jeu. C'est clair, tout à fait, le handball au sens large du terme. Florian, du coup, si toi tu veux conclure, là on a parlé plutôt de la partie technique autour du duel. On a des animateurs écoles d'arbitrage qui sont encore parmi nous, qui sont nombreux même. Est-ce que toi, tu aurais un conseil peut-être à leur passer dans la formation du jeune arbitre sur justement cette gestion du duel, si demain, ils ont affaire à des arbitres en moins de 13, en moins de 15, par exemple? Je pense que l'important, les messages à faire passer pour les jeunes arbitres, je pense que c'est vraiment de laisser le jeu se dérouler, de prendre assez de risques pour pouvoir laisser les attaquants et les défenseurs pouvoir exprimer leur qualité physique. Et ça peut aller pour tous les niveaux en fait. Je pense qu'il faut être capable donc de pouvoir laisser le jeu se dérouler, quitte à revenir ensuite sur les comportements qui peuvent être répréhensibles. Voilà. On a beaucoup parlé d'attaque, effectivement, parler de la défense, savoir récompenser les défenses, c'est quelque chose qui est également aussi capital sur cette gestion des duels. Voilà, je pense que voilà, c'est vraiment de laisser se dérouler les choses, prendre des risques, quitte à revenir après aux fautes. Sur l'analyse technique pure et dure, je pense que Yvan et Baptiste ont fait quelque chose de très très bien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que ça complète assez. Eh ben nickel, écoutez, on va arriver à la fin du coup de notre webinaire sur la lecture du jeu de duel. On a ouvert sur plein d'espaces, la communication entre les acteurs, comme l'a dit Yvan, le handball tout court. On a beaucoup abordé de choses. On en attente nous. L'idée c'était qu'on fasse une série de 3 webinaires. Des webinaires, forcément, là on a pris des gens qui étaient issus de Auvergne-Rhône-Alpes. On est dans la réflexion de mobiliser d'autres personnes. Donc là on a une réflexion avec notamment la féminisation pour faire intervenir une joueuse. Alors on est en attente, on n'a pas encore la confirmation, mais une joueuse de l'équipe de France de handball qui est originaire de Hora, un arbitre de haut niveau mais qui est aussi entraîneur. Donc ça, ce sera la future approche qu'on va avoir. Et là on interviendra sur les interactions, les échanges dans la notion d'entraînement et de formation précisément avec les écoles d'arbitrage, la formation du coup de la joueuse. Donc on va partir un petit peu sur le côté féminin. Et puis certainement un 3e webinaire en confirmation qu'on attend, c'est tout ce qui est en lien avec la communication avec les acteurs pendant un match. Comment on peut s'influencer les uns les autres, comment on peut jouer avec la communication, comment on peut faire passer des messages. Et ce sera normalement la fin de notre série qu'on aura en tout cas jusqu'à cette fin de saison. Et puis après, on verra pour la suite. Merci à tous, merci à nos invités, merci à toutes les personnes qui ont participé. Vous pouvez allumer bien tous votre caméra. Déjà, merci d'avoir déjà respecté simplement le fait d'avoir coupé le son, coupé les caméras aussi au départ. Donc là, vous pouvez remettre votre caméra. Au contraire, ce serait super intéressant pour nous. On va se faire 1 ou 2 impressions d'écran pour se garder un petit souvenir. On va en profiter pour faire une petite com aussi sur le site de la Ligue. On en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé du coup à la mise en place de ça. Alors je pense à toute la communication de la Ligue, Sophie, Fanny, enfin plein d'autres personnes. Toi Liam, d'autres personnes, les référents de bassin aussi qui ont fait la communication, les chargés de mission, les clubs, pas mal d'éducateurs sont présents aussi. Alors pas que de la région Aura, alors 2-3 petites dédicaces. Je vois notre ami Julien Antoine du coup de la région. Alors je sais pas si on dit Grand Est ou Alsace, excuse-moi maintenant, je sais plus trop quoi dire. Faut dire Alsace indépendante, c'est ça qu'il faut dire maintenant? Toujours dire. Voilà, c'est ça, on va toujours dire Alsace. Ok, alors je pense à donc ceux que je connais. Alors il y a Clément qui est pas du coin non plus, qui est venu, mais qui est passé par Aura. Je pense aussi du coup à Arnaud Bouteiller. Enfin voilà, moi je vais parler de quelques-uns que je connais, qui sont plus forcément trop dans la région, mais qui sont passés dans la région ou qui auraient été pas loin en tout cas. J'en oublie certainement d'autres. N'hésitez pas, on va se recaler. Et puis nous voilà, on essaie de se recroiser. Alors c'est enregistré, donc pour ceux que vous connaissiez, qui sont intéressés par le sujet, et voilà, on mettra le lien sur le site Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous, on vous souhaite une bonne soirée. Liam, merci beaucoup pour ton aide,
très précieuses. Ah, tu rigoles bien, Boris. Merci surtout à Yvan, Florian et Baptiste, et puis à tous ceux qui étaient là. On a été jusqu'à 40 participants à un moment donné, donc vraie réussite. C'est sympa. Bon, très bien. Merci en tout cas, Flo, Super. Baptiste et Yvan. Merci à vous, On se c'était garde chouette. 2 Merci à minutes. vous. On se garde 2 minutes ensemble. Et puis pour les autres, bah, on vous laisse quitter la salle simplement. Merci plaisir. encore. Au revoir. On est encore là, nous? On est encore là, nous. On fait de la résistance. T'as les petits yeux, Baptiste. Faut faire aller te coucher. Ouais, Ouais, c'est ça. l'entraînement demain matin. C'est ça. On va pas te. Bon, c'était intéressant, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que comme le débat est super ouvert, c'est vrai que pour serrer Normal. C'est normal. C'était Ouais. une première. C'était une première, donc après on lancera par la suite, on précisera un petit peu les choses. Il y avait le côté à la fois attractif du haut niveau qui attire un petit peu du monde qui est de Ouais, l'extérieur. c'est ça, ouais. Et, En et fait. ça, c'est quand même important. Moi, je sais que juste le fait d'avoir mis le nom de Baptiste, enfin voilà, ça a fait réagir pas mal de personnes. Ça fonctionne aussi comme ça. Pour pas mal d'entraîneurs aussi, l'avoir mis ton nom, Yvan, ça a fait réagir. Et puis Flo, pareil, hein. Flo, il est connu par un peu plus. Il a fait une interview avec nous. Et puis il est vu par pas mal de personnes de la région. Et du coup, voilà, donc ça y joue. Il y a cet aspect un peu guest star aussi qui fait que ça fonctionne. Et puis, bah, j'ai envie de dire, les gens aussi, ils ont envie de voir un petit peu du monde. Ils ont envie d'entendre un petit peu des personnes. Ils ont envie d'avoir des discours un peu différents que ce qu'ils en comptent d'habitude. Et ce temps-là où on est loin du terrain, bah, il faut l'utiliser aussi. Donc même ça reste du débat, de l'échange, que tout n'est pas totalement précis, clair ou autre. Il y a toute cette approche-là qui est transversale entre le haut niveau, le niveau amateur et puis les différents acteurs qu'on peut avoir autour du handball. Donc parler du handball, ça fait du bien aussi, quoi. Ouais, Et c'était bien, surtout c'était dans un intéressant. contexte non conflictuel. C'est ce qui était agréable ce soir. C'est qu'on Carrément. avait quand même 3 corps. On a 3 corps. On a les entraîneurs, les joueurs, les arbitres. Et on était vraiment dans une construction du beau handball qu'on a envie de voir aussi bien quand on entraîne qu'on joue ou qu'on arbitre, hein. Mm. C'est sûr que quand on a des bons joueurs et un bon entraîneur,